Qui reflète à la fois les opinions, les courants de pensée et la réalité sociologique, sous la supervision d'une autorité indépendante avec 142 quotidiens, 43 hebdomadaires et 90 autres périodiques mensuels et bimensuels. Enfin, les libertés de réunion et de manifestation ne sont pas des événements de circonstance. Il s'agit d'une activité régulière qui mobilise les militants ou les sympathisants partageant en commun des idées et des programmes. Pour assurer le suivi et l'évaluation des accomplissements en matière de droits de l'homme, une instance constitutionnelle dénommée le Conseil des droits de l'homme a été mise en place le 9 mars 2017. Majoritairement formée de représentants de la société civile et tenant compte également du principe de parité, elle s'est dotée de prérogatives élargies qui lui échoient notamment la surveillance, l'alerte précoce, l'évaluation, l'information, la formation et la sensibilisation en matière de droits de l'homme. Le Conseil est chargé également d'examiner les situations d'atteinte aux droits de l'homme portées à sa connaissance et de prendre toutes les actions appropriées en la matière. Il adresse annuellement des rapports au président de la République, au président du Conseil de la Nation, lesquels et le président de la République en sa qualité de garant des libertés donne aux recommandations qui lui sont consignées les suites appropriées ainsi qu'au Parlement. Lors de notre dernier passage en février 2013 et depuis cette date, l'Algérie a ratifié en septembre 2016 le protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en Afrique ainsi que la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Elle a présenté de nombreux rapports périodiques, dont le dernier en date est celui de l'UPR, le 8 mai 2017, au terme duquel elle a accepté 177 recommandations sur 229 soumises
et lancer une invitation à 6 procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, lors de notre 11e passage, nous vous avons entretenu des grandes lignes du chantier de la réforme institutionnelle que Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika avait lancé le 15 avril 2011. Ce processus auquel les acteurs politiques, le mouvement associatif, le patronat, les syndicats, les faiseurs d'opinion et les personnalités nationales et toutes les bonnes volontés ont participé a été depuis mené à son terme. Il a culminé avec la révision constitutionnelle du 9 février 2016 qui a non seulement apporté des innovations substantielles en matière de gouvernance, mais également inscrit par avance en droite ligne avec les objectifs du développement durable 2030. Il serait très long pour moi ici de décliner les innovations appropriées apportées par la nouvelle loi fondamentale, outre la réaffirmation du caractère républicain de l'État algérien et la légitimation des institutions par les élections, ainsi que la règle de l'alternance au pouvoir par des voies pacifiques. Permettez-moi d'évoquer certaines d'entre elles. Dans sa partie préambulaire, le rappel de l'histoire plusieurs fois millénaire de l'Algérie et du triptyque de son identité, à savoir l'islam, l'arabité et la mazirité, ainsi que la réaffirmation du peuple algérien de l'unité de son destin et de son adhésion à la politique de réconciliation nationale promue par son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika et mise en œuvre sous sa direction, pour cicatriser les blessures de la tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la nation. La promotion de la langue amazigh comme langue nationale et officielle et la création d'une académie pour réunir les conditions de sa concrétisation à terme. Le renforcement de l'état de droit et l'amélioration de l'organisation du fonctionnement des institutions. La réélection du président de la République une seule fois, une disposition qui exclut toute révision constitutionnelle. Le renforcement des droits à l'opposition politique. La consultation de la majorité parlementaire par le chef de l'État lors de la nomination du Premier ministre. La reconnaissance de nouveaux droits aux partis politiques, notamment le temps d'antenne dans les médias publics et au financement public à concurrence de leur représentation. L'obligation au Premier ministre de présenter annuellement au Parlement une déclaration de politique générale. Le renforcement de l'indépendance et de l'autonomie du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature. L'encadrement par des lois organiques, l'organisation et le fonctionnement et les autres attributions de la Cour des comptes, du Conseil d'État et du Tribunal des conflits. La mise en place d'une instance indépendante chargée de la supervision des élections. La création d'un Conseil des droits de l'homme. L'élargissement de la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel, y compris par le citoyen justiciable. La promotion par l'État de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. La prohibition des mauvais traitements. L'exceptionnalité de la détention provisoire et la dépénalisation du délit de presse. La possibilité de pourvoi en matière criminelle. L'introduction du concept de la liberté de la manifestation pacifique. La garantie de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information, ainsi que le droit à l'information, aux données et à leur circulation. La prohibition de la violence contre les enfants, la protection et la prise en charge selon des dispositifs appropriés des personnes handicapées, âgées ou démunies. La promotion de la liberté d'investissement et de commerce, ainsi que les garanties d'exercice des libertés académiques et de recherche scientifique. La consécration du droit à l'environnement et celui de la culture et l'institutionnalisation de plusieurs organes consultatifs. À ce processus de révision constitutionnelle est venue s'ajouter l'action déterminée de l'État visant la modernisation et le renforcement de l'administration de la justice, ainsi que la mise à jour périodique de l'arsenal juridique législatif pour la mise en adéquation avec les traités internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les experts, comme signalé dans le rapport, le gouvernement a pris des initiatives en ce qui concerne la question de la discrimination en procédant à des amendements du Code pénal à la faveur de la loi 1401 du 14 février 2014. Ces nouvelles modifications sont reflétées dans 2 articles, les articles 295 bis 1 et 295 bis 2. Ainsi, au terme de l'article 295 bis 1, l'infraction de discrimination est définie conformément à l'article 1er de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. L'incrimination de la discrimination raciale dans cet article expose le contrevenant qui publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique, ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins, à un emprisonnement de 6 mois à 3 ans de prison et une amende de 50 000 à 150 000 dinars. La personne morale qui commet de telles discriminations est quant à elle punie d'une amende de 150 000 dinars à 750 000 dinars et aussi passible de peine complémentaire. À ce titre-là, les programmes et les manuels scolaires dits de deuxième génération en fonction et mis en œuvre depuis septembre 2016 obéissent à des critères socioculturels opérationnalisant tous les contenus relatifs aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, aux ODD, ainsi qu'à la représentation systématique de la diversité humaine, genre, langue, handicap, couleur de la peau. L'Algérie fait partie des États ayant adhéré à un grand nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux, incluant des dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qu'elle s'attelle à mettre en œuvre en vue de faire prospérer les droits de la personne humaine. On mentionnera la Convention de Palerme et ses 2 protocoles ratifiés en février 2002 et en novembre 2003. L'Algérie est également partie à des conventions internationales majeures des droits de l'homme et à leurs protocoles, à des conventions de l'Organisation internationale du travail et à d'autres conventions. Un document vous sera soumis et distribué séparément. Les lois algériennes en matière de prévention et de lutte contre les différentes formes de criminalité organisée, dont la traite des personnes, ont connu ces dernières années d'importants changements par la promulgation de nouveaux textes ainsi que l'introduction de modifications pertinentes dans les textes existants. Je mentionnerai la mise en place d'un organe national chargé du suivi de la question de la traite humaine et qui comprend aussi bien des représentants institutionnels que de la société civile. Les amendements au plan législatif ont quant à eux permis de renforcer le corpus national tant au niveau des lois répressives qu'au niveau des procédures, incrimination de la traite ainsi que la mise en place de procédures spécifiques. Précisément, cela a permis d'une part d'adapter et de mettre en conformité la législation nationale avec les instruments internationaux ratifiés et d'autre part d'offrir aux agents chargés de l'application des lois d'un large éventail d'instruments juridiques couvrant leurs actions, sans toutefois omettre de signaler les nouvelles dispositions permettant l'introduction d'outils modernes dans le travail des juridictions. Dans ce cadre, l'on recensera un bon nombre de mesures existantes, ainsi que de nouvelles dispositions récemment introduites, à l'exemple de la révision du Code pénal en 2014, qui a consacré les principes suivants. La définition de l'infraction de la traite humaine, telle que consacrée par la communauté internationale, le recours à de lourdes peines assorties de fortes amendes avec une aggravation de la peine lorsqu'il s'agit d'une victime mineure, la non-reconnaissance du consentement de la victime comme excuse légale à la traite des personnes dans le cas où cette dernière a été victime d'une manœuvre frauduleuse, l'assimilation de la tentative d'infraction à la consommation de l'infraction elle-même, des peines appropriées applicables aux personnes morales, la modification des peines complémentaires prévues par le Code pénal permettant la prise de mesures judiciaires, accompagnant l'exécution de la peine principale prononcée par les tribunaux ainsi que d'autres mesures à effet post-carcéral. Nous aurons l'occasion lors du débat interactif de dérouler avec vous le contenu de ces peines. Par ailleurs, et s'agissant de la traite des personnes, que cette peine traite peut se traduire par la prostitution forcée, le législateur a également agi dans ce sens à travers les dispositions de l'article 343 du Code pénal qui prévoit que toute personne qui, d'une manière quelconque, aide ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Il en est de même pour la personne qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit les subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution. À toute personne aussi qui embauche, entraîne ou entretient, avec ou sans consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution. En matière de procédure,
De nouvelles dispositions ont été prises et qui portent entre autres à la mise en place de pôles judiciaires spécialisés qui étendent la compétence territoriale du procureur de la République, du juge d'instruction et du juge du tribunal à d'autres tribunaux, notamment en matière de crimes transnationaux organisés, introduction du principe de l'imprescriptibilité des crimes et des délits relatifs à la criminalité transnationale organisée, y compris sur son volet de la traite humaine, à des peines qui y sont prononcées, la protection des témoins et l'assistance aux victimes. Tout cela a été modifié par la loi du 23 juillet 2015, modifiant et complétant le code de procédure. L'assistance judiciaire aux victimes de la traite comporte également la mise à disposition gratuite d'un interprète pour les victimes étrangères ou sourdes et muettes. Elle est obligatoire à toutes les étapes de la procédure judiciaire et ce conformément aux articles 91 et suivants du Code de procédure pénale. Le traitement judiciaire de la traite des personnes et en l'absence d'un texte jusqu'en 2014, les juridictions n'ont pas eu à connaître de ce genre de crime. Toutefois, depuis cet amendement, les juridictions algériennes se sont saisies de 7 affaires, dont certaines ont rendu des arrêts et d'autres sont en cours d'instruction. Enfin, la formation et la sensibilisation sont 2 axes sur lesquels les agents chargés de l'application des lois sont régulièrement mis à contribution. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les experts, connu d'abord comme un pays de transit, l'Algérie est devenue ces dernières années un pays de destination des migrants en raison des restrictions que l'Europe a imposées. Ces afflux migratoires sans précédent, notamment en provenance des pays subsahariens, s'expliquent par la position géostratégique au regard des vastes frontières terrestres que l'Algérie a avec 7 pays, soit 1011 km, et maritimes, 1200 km, et les opportunités de travail et de stabilité que l'Algérie offre, en particulier avec les récentes crises politiques en Libye, au Sahel et en Syrie. Face à ces afflux, l'Algérie a adopté une position d'ouverture et de tolérance, en ligne avec les traditions d'hospitalité et de générosité du peuple algérien, en accueillant des dizaines de milliers de migrants, notamment subsahariens. Elle supporte à elle seule le fardeau de la prise en charge de ces derniers qui bénéficient d'un traitement dans la dignité et la sûreté de leur personne. Pour prévenir l'infiltration d'éléments terroristes parmi les populations migrantes, elle a procédé à leur identification quand cela a été possible, en vue de casser les réseaux de la criminalité transnationale organisée qui exploite la misère et la détresse de ces populations en les obligeant à se donner à la prostitution, à la mendicité des enfants, au transport de la drogue et autres trafics illicites. La quasi-totalité de cette population se trouvant sur le territoire national est constituée de migrants économiques. Les réfugiés ne représentent qu'une infime proportion et qui sont sous le mandat du Bureau du Haut-Commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés en Algérie. Il s'agit principalement de Syriens, de Libyens, de Yéménites, de Centrafricains. Quant aux ressortissants syriens, dont le nombre est estimé à plus de 40 000, ils ne sont pas considérés comme réfugiés en Algérie puisqu'ils sont régis par un dispositif spécifique en matière de séjour. L'Algérie refuse de jouer le gendarme de l'Europe à ses frontières. Elle considère que seule la stabilisation et la sédentarisation de ces populations dans leur territoire d'origine est la solution et que cela passe par des projets réfléchis qui emportent l'adhésion des populations locales et non la mise à disposition de lignes de crédit pour se donner bonne conscience dont les 3/4 sont consommés par des ONG qui sont aussi d'origine européenne au titre de frais et qui sont consommés dans des frais logistiques, administratifs et de voyage. Pour ce qui la concerne, l'Algérie privilégie le retour volontaire des migrants irréguliers à leur pays d'origine. Elle a, dans ce cadre, et en coopération avec les agences du système des Nations Unies, procédé à des opérations de rapatriement qu'elle a menées après identification par les services consulaires de leur pays d'origine et qui s'attendaient entre autres à la mendicité, incluant des enfants. Opérations qui ont coûté au Trésor algérien plus de 20 millions de dollars US. Cette approche menée de concert avec les pays d'origine
se déroule dans la totale transparence et a été décidée et est toujours décidée en tant que mesure de dernier recours. Elle a été mise en œuvre par les autorités compétentes, particulièrement suite à des atteintes répétées à l'ordre public, aux dépassements graves commis par des migrants irréguliers dans plusieurs régions du pays. Elle a malencontreusement donné lieu à des commentaires malveillants destinés à jeter le discrédit sur l'hospitalité traditionnelle du peuple algérien ainsi que de la solidarité naturelle de l'Algérie à l'égard du pays du voisinage, confronté à des crises sécuritaires, économiques, écologiques. Des dizaines d'autres milliers, des dizaines, voire quelques centaines d'autres milliers d'illégaux subsahariens se trouvent en Algérie. Et lorsqu'ils ne se livrent à aucune activité contraire à l'ordre et à la sécurité publique, ne sont pas inquiétés. Bien plus, les autorités tolèrent qu'ils travaillent dans de nombreux secteurs, comme l'agriculture, l'habitat, les travaux publics, les services, etc. Tout comme tout autre pays, l'Algérie ne peut accepter que son territoire devienne un lieu où prolifèrent des activités criminelles. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, si l'indépendance de l'Algérie a été arrachée de haute lutte, il se trouve que la décolonisation de l'écriture de l'histoire reste à parachever. Les vaincus de cette guerre qui a accéléré le mouvement de libération en Afrique n'ont jamais renoncé à leur funeste dessein: diviser le peuple algérien, entretenir la haine entre les communautés, chercher par tous les moyens à créer la discorde. En fait, tenter de disloquer la nation algérienne, entreprise avortée lors de la décennie 1990, où un autre fondement identitaire, l'islam, a été manipulé. La nation algérienne est fondée sur le triptyque de l'islam, de l'arabité et de la mazirité. Ces derniers en sont son ciment fédérateur, et il est hélas des personnes et des groupes de personnes, sans aucune culture anthropologique, sans qualification académique, sans référence scientifique, qui se livrent à la contrebande de l'histoire. L'histoire des nations est pourtant toujours plurielle, et elle se construit ainsi. Il n'existe pas de civilisation qui n'ait traversé le temps sans être influencée par l'environnement où elle évolue. Du point de vue historique, de par sa situation géographique, l'Algérie est un espace soumis de manière cyclique à de forts mouvements violents et sanglants de colonisation, décolonisation, recolonisation. À la limite de l'impératif biologique de préservation de son existence, elle a su pérenniser des valeurs de combat, de dignité et de respect de l'autre et de soi. La dimension amazigh de la nation algérienne est une réalité admise dans la société algérienne. Seuls des aventuriers politiciens tentent de manipuler le bien fondé de cette profondeur par des approximations de faits relevant de l'histoire et de la culture, en convoquant de manière sélective des tranches du passé pour asseoir des revendications du présent de manière orientée. La littérature dont votre comité a été destinataire, d'apprentis anthropologues sur la notion peuple amazigh, est un raccourci dont il faut élucider les tenants et les aboutissants. Amazigh et amazirophone ne recouvrent pas ni la même réalité, du moins sur le plan conceptuel. Amazigh concerne tous les habitants de l'Afrique du Nord, qu'ils soient d'expression amazirophone, arabophone ou francophone. Amazirophone s'applique présentement à des Nord-Africains d'expression de langue amazigh. Cette désignation renvoyait à des populations beaucoup plus importantes des siècles derniers. Amazigh n'a pas un sens exclusif, circonscrit à un nombre limité de régions. Ce n'est pas une langue, c'est un domaine linguistique couvrant tout le nord de l'Afrique, y compris les pays subsahariens dans ses dimensions humaines, culturelles et interculturelles, plus fécondes, et dont l'Algérie tire une légitime fierté et consacre actuellement beaucoup d'énergie pour sa pérennité, comme on vous le démontrera lors du dialogue interactif. Ma délégation s'interroge sur les références bibliographiques
et les sources documentaires de cette documentation soumise à votre lecture, qui ne résistent à aucune analyse académique sérieuse. Je ne voudrais pas passer ce chapitre sans indiquer que l'Algérie se réapproprie chaque jour sa dimension amazigh. Cette dernière n'est pas exclusive à une zone ou à une région, comme tentent de la ghettoiser certains puristes, mais se décline dans l'ensemble du territoire, puisqu'aujourd'hui, elle est enseignée dans 36 wilayas sur les 48 que compte le pays, et compte 346 714 élèves, encadrés par 2 737 enseignants qui évoluent dans 13 560 divisions pédagogiques. Cette volonté de réappropriation va plus loin, puisque le socle national pédagogique des références préhistoriques, historiques, littéraires, géographiques, qu'un élève algérien doit connaître durant les 10 premières années de l'enseignement obligatoire comprend des périodes, des événements, des personnages, des lieux à la base des fondements anthropologiques de la société et de représentation de l'histoire algérienne dans sa dimension amazigh. Des anthologies littéraires scolaires plurilingues au nombre de 6, dont 2 de langue amazigh, édictées par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec des institutions nationales et en collaboration avec des écrivains, viennent d'être éditées. Elles couvrent le patrimoine littéraire national amazigh de l'Antiquité, appelé du Moyen-Âge et de la période contemporaine. Le cadre stratégique 2016-2030 de l'école algérienne, publié par le même ministère, consacre la dimension amazigh aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Sur un autre chapitre, un groupe de travail est en train de réfléchir et d'élaborer un avant-projet de loi organique sur l'Académie de la langue amazigh, qui est une institution académique et scientifique qui aura vocation à établir et valider les bases et l'usage normatif de la langue et veillera à l'équilibre des règles de création, de sélection et d'emploi. Ces instances veilleront méthodiquement à la normalisation des termes afin d'éviter toute confusion conceptuelle ou référentielle. Le Haut-Commissariat à la Mazighité, qui continue de promouvoir, restituer et capitaliser une riche expérience depuis maintenant 2 décennies, organise pour sa part de nombreuses manifestations et va lancer une ligne d'appel pour recevoir les requêtes du citoyen lorsqu'il est constaté qu'un agent de l'État n'observe pas les règles inhérentes au service public. Il a publié plus de 300 titres en toutes disciplines et parraine l'enseignement à distance de la langue amazigh dans 27 wilayas, y compris pour les nouveaux apprenants. Le ministère de la Culture, pour sa part, a institutionnalisé 14 festivals nationaux et régionaux dédiés à l'art et à la culture amazigh, et cela sur l'ensemble des régions de l'Algérie. De même que le nombre d'éditions lors du Salon du Livre dans son édition 2017, qui est une manifestation reconnue au plan international, a été de 11 et qui ont exposé pas moins de 430 titres. De nombreux sites sont en voie d'être classifiés comme patrimoine et d'autres ont été et sont en voie de restauration. Ces indications sont la preuve vivante que le amazigh fait partie du projet national, qu'il est le patrimoine de tous les Algériens et qu'il ne peut être pris en otage ou l'exclusif monopole de certains. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les experts, je ne voudrais pas conclure mon propos sans réitérer l'engagement sans réserve de l'État algérien à œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, partout. Aussi, la délégation algérienne qui m'accompagne restera à votre écoute durant cet exercice. Elle mesure les attentes et parfois les insatisfactions, et cela en raison du temps qui m'est imparti, que je ne pourrai aborder dans le détail l'ensemble des questions qui sont soulevées. Je vous remercie, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les membres du comité, pour votre infinie patience.